La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 17 septembre 2024. Il s'appelle ce matin, vivement demain soir. Tout va bien, Donald Trump lance sa plateforme de crypto-monnaie, Elon Musk demande publiquement pourquoi personne n'essaye d'assassiner Joe Biden et Kamala Harris, et la France n'a toujours pas de gouvernement. Du coup, sur les marchés financiers, on a presque l'impression que tout est calme, mais en fait pas vraiment, puisque les regards sont tournés vers la décision de la Banque centrale américaine. Elle doit décider de l'orientation de ses taux directeurs mercredi, avec un niveau d'indécision qui est beaucoup plus élevé que d'habitude. Ça va nous occuper pas mal de temps ce matin. Le vent arrière qui propulsait les marchés boursiers occidentaux la semaine dernière a un petit peu faibli hier. Ça a laissé le temps aux équipages de se préparer à un éventuel chambardement météorologique mercredi. Côté marché européen, on a dans la très grande majorité évolué autour de l'équilibre hier avec plutôt un biais négatif. Les investisseurs ont en effet vendu les semi-conducteurs après leur rebond de la semaine précédente et ils ont recommencé à punir l'automobile et le luxe qui s'étaient offert un petit répit. La tendance générale sur le vieux continent, c'est que les actions peu valorisées, celles que les anglo-saxons appellent value, ont gagné 4% au cours des 3 derniers mois. Les actions de croissance, les actions growth, ont perdu 2,5% dans le même temps. Ce pari est évidemment en lien avec l'état d'avancement du cycle économique et de la politique monétaire. D'ailleurs, cette tendance se constate aussi aux États-Unis. On est à plus 7,5% pour les actions value et à moins 0,5% pour les actions growth sur les 3 derniers mois. Ça, c'est tout simplement parce que les investisseurs, quand les baisses de taux sont pressenties, qu'elles approchent ou qu'elles démarrent, eh bien, ils se concentrent plus sur les actions décotées que sur les actions de croissance. Du côté de Wall Street, on a clôturé sur une note assez disparate avec un écart de 1% entre la baisse du Nasdaq, moins 0,5%, et la hausse du Dow Jones, plus 0,5%. C'est le recul de près de 3% d'Apple qui a pesé sur le compartiment technologique. Le groupe a en effet reconquis sa couronne de première capitalisation mondiale il y a quelques semaines déjà, mais il est désormais confronté à la rumeur selon laquelle les iPhone 16 sont toujours disponibles sans délai, et ça c'est le signe selon certains que la dernière mouture du smartphone s'écoule plutôt moyennement. Pour autant, ces petites péripéties n'ont pas détourné le marché de son obsession du moment, c'est-à-dire la baisse des taux que la Fed doit annoncer demain à 20h. Il n'y a aucune discussion sur l'orientation de l'évolution des taux, ce sera bien une baisse, mais le débat est toujours intense entre ceux qui pensent que la Banque centrale va réduire ses taux de 50 points et ceux qui misent sur 25 points. Et au cours de la journée d'hier, les premiers sont devenus majoritaires. Les contrats à terme donnent en effet 69% de probabilité à la grosse baisse par rapport à la petite baisse. Et ça c'est un peu étonnant puisque la seule statistique macro de la veille, qui était l'indice d'activité industrielle Empire State, était largement meilleure que prévu. Et là, dans un monde rationnel, une donnée positive aurait dû faire reculer la proba d'une baisse de taux importante puisque c'est censé être le reflet d'une situation économique plus dégradée que prévu. Alors manifestement, c'est l'ancien patron de la Fed de New York, Bill Dudley, qui a encore fait des siennes en appelant la Banque centrale à opter pour une baisse de taux de 50 points. Il est insistant, Dudley, et il a de l'influence, il avait déjà prôné cette stratégie plus tôt dans l'été et une nouvelle fois la semaine dernière, et à chaque fois, le marché avait adhéré à ses théories. Une chose est sûre, c'est la première fois depuis 2008 qu'il y a autant d'incertitudes concernant une décision de la Fed, si l'on fait exception bien sûr de la décision prise en réponse à l'épidémie de Covid-19 en mars 2020. Le curseur, il a encore le temps de bouger avec la grosse série d'indicateurs attendus cet après-midi outre-Atlantique, puisqu'on aura dans l'ordre les ventes de détail, la production industrielle, les stocks d'entreprises et l'indice des prix immobiliers. Mais bon, par expérience, quand le marché est obsédé par quelque chose, en l'occurrence une baisse de taux de 50 points, eh bien il est capable d'interpréter à sa sauce n'importe quelle statistique. Il faudrait vraiment que les données de l'après-midi soient très au-dessus des attentes pour que le pronostic s'inverse fortement. Personnellement, je pense toujours que la Fed a plus intérêt à réduire ses taux de 25 points de base, mais de toute façon tout le monde s'en fiche, et si je me trompe, je vais être bon pour amener le petit-déj à mon équipe jeudi matin. Au moins, on a quand même un peu de suspense par rapport aux décisions habituelles, mais comme dirait ma mamie, on s'en fout de la décision de toute façon, ce qui compte c'est ce qui va se passer après. Les investisseurs peuvent paniquer parce que la Fed baisse ses taux de 50 points en imaginant qu'elle sait des trucs pas terribles qu'ils ignorent, ou bien monter avec une baisse de taux de 25 points de base parce que c'est la routine et c'est ce qu'il y a de plus rassurant. Elle a du bon sens, ma mamie. Mais dit autrement, le lancement de la baisse des taux va-t-il permettre aux marchés actions de poursuivre leur route vers l'infini et au-delà, ou bien est-ce que cela va lancer une phase de prise de bénéfices sur les leaders du marché en accélérant la rotation vers les actions value? Les paris sont ouverts en grand puisqu'on peut lire tout et son contraire depuis quelques jours, c'est la magie de la finance.
Côté Asie-Pacifique ce matin, il y a à peu près autant de trous dans les cotations que dans un emmental. La Chine continentale et la Corée du Sud sont fermées, comme hier. Elles ont été rejointes par Taïwan qui était ouverte la veille mais qui n'est pas ouverte aujourd'hui. Et Hong Kong était ouverte lundi et mardi mais sera fermée demain. Alors je sais pas si vous suivez toujours, mais sur les places qui fonctionnent, Tokyo déprime en perdant 1,5% au niveau du Nikkei 225. Et ça mérite quelques explications. Les investisseurs japonais ont les miquettes à l'approche de la décision de la Banque du Japon vendredi. Il ne devrait pas y avoir de changement de taux cette fois-ci, mais le gouverneur pourrait ouvrir la voie à une seconde hausse de taux dans le cycle lors de la réunion d'octobre. Je vous rappelle que la première, qui date de la fin du mois de juillet, avait semé le chaos dans le carry trade avec un effet papillon sur les marchés occidentaux. Manifestement, personne n'a vraiment envie de revivre un remake, même si le destin des taux japonais et occidentaux est de converger, puisque les premiers montent et que les secondes descendent actuellement. Du côté de Hong Kong, le Hang Seng s'offre un rebond de 1,6%, même si les taux douaniers se resserrent sur l'économie chinoise. En effet, plusieurs surtaxes entrent en vigueur aux États-Unis en septembre, et le Financial Times a révélé que Washington est proche de trouver un accord avec Tokyo pour restreindre l'accès de la Chine aux machines de pointe de production de semi-conducteurs. Le Japon est en effet, avec les Pays-Bas et la Corée du Sud, l'un des 3 pays en oligopole sur les coûteuses et précieuses machines servant à fournir des puces avancées. L'Inde, de son côté, est à l'équilibre et l'Australie grappille 0,3%. Les bourses européennes sont attendues dans le vert ce matin, même si les tendances sont un peu fragiles. On passe à l'actualité des sociétés avec, en France, EssilorLuxottica qui a étendu son partenariat avec Meta pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes. On a Sanofi et AstraZeneca qui ont obtenu l'approbation des États-Unis pour la fabrication d'un nouveau vaccin contre le VRS. Le principal actionnaire de Rexel, Cevian Capital, soutient le rejet par la société de l'OPA non sollicité de l'américain QXO selon Bloomberg. Eiffage a signé 2 contrats dans l'éolien. Euronext a étendu sa solution de clearing à tous les marchés de ses dérivés financiers. Le trafic d'Aéroports de Paris est en hausse de 6,4% en août sur un an. Atos a mis à disposition son projet de plan de sauvegarde accéléré ajusté et Clariane a renforcé son organisation et change de directeur financier. Enfin, Lectra signe un partenariat stratégique avec Six Atomic et Xilam lance la production de son nouveau film d'animation qui s'appelle Lucy Lost. Principale publication du jour en France, Groupe Crit, Classe 15, Streamwide et Sharwood. Dans le reste de l'Europe, BP met en vente sa division d'énergie éolienne terrestre BP Wind Energy. Les autorités antitrust italiennes examinent l'impact de l'accord entre Swisscom et Vodafone sur les services de téléphonie fixe du pays. ThyssenKrupp reconsidère son plan d'investissement de 3 milliards d'euros dans un site de production d'acier vert en Allemagne en craignant une hausse des coûts. La compagnie low cost Wizz Air prévoit une croissance de 15 à 20% du nombre de ses passagers l'année prochaine. Volkswagen apporte son soutien à Northvolt, le fabricant de batteries européens en difficulté. THG envisage de scinder ses activités technologiques Business Ingenuity. Le gouvernement britannique achète plus de 150 000 doses du vaccin contre la variole de Bavarian Nordic et Clariant a cédé un bien immobilier en Allemagne pour réduire sa dette. Enfin, Helvetia rembourse un emprunt de 225 millions de francs et côté public d'entreprises européennes, on a Kingfisher aujourd'hui. En Amérique du Nord, Intel a repoussé ses projets d'usine en Allemagne et en Pologne, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe évidemment. Le groupe accentue la séparation de ses activités mais sans aller jusqu'à une scission à ce stade. Microsoft a relevé son dividende et a renforcé son programme de rachat d'actions. Vista Equity Partners et Blackstone seraient en pourparlers avancés pour acquérir la société Smartsheet dans le cadre d'une transaction à 8 milliards de dollars selon les infos de Reuters. Nippon Steel et US Steel demandent à Joe Biden d'approuver leur fusion. Les actions d'Apple ont baissé hier, je l'ai expliqué déjà parce que les délais de livraison de l'iPhone 16 sont plus courts que prévu et ça c'est le signe d'une baisse de la demande. Amazon va imposer à nouveau 5 jours par semaine au bureau à ses employés en 2025. Les actions de QXO ont reculé après le rejet de l'offre d'achat par Rexel. Boeing a accepté de verser 150 millions de dollars à Embraer après leur fusion manquée. Boeing qui a commencé à geler les embauches et qui envisage des licenciements à la suite du mouvement de grève qui lui coûterait d'ailleurs 100 millions de dollars par jour. Le directeur de Starbucks Amérique du Nord part après 5 mois d'activité. Meta interdit RT et d'autres médias d'État russes et Tupperware Brands replonge en procédure de faillite. En Asie-Pacifique et ailleurs, les actions de Midea bondissent de 9,5% à Hong Kong après leur IPO. BYD prend le contrôle total de sa coentreprise avec Mercedes en Chine et Capital Land Investment, une société asiatique, est en pourparlers pour acquérir jusqu'à 30% des parts du Club Med. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.